à tous, bonsoir presque. Donc je me présente, je suis Jonathan Fontana, je travaille au sein de la production du PMU. Donc j'ai plus l'habitude d'avoir à côté de moi des gens qui sont Ops, mais je vous rassure, je parle aussi avec les devs, je les connais. Je vais commencer par vous présenter rapidement le PMU. Tout le monde connaît ou pense connaître le PMU, je pense à travers notre réseau de points de vente. Je vais vous en dire un petit peu plus pour voir si effectivement vous étiez bien au fait. Donc le PMU, c'est une marque de loisirs qui propose de l'expérience de jeu et du pari sur 3 univers. Le principal, le premier, c'est le pari hippique, notre cœur de métier. Le second, c'est le pari sportif, depuis l'ouverture à la concurrence en 2010. Et enfin, vous avez une expérience autour du poker. Sur le pari hippique, le PMU est le premier opérateur en Europe et le 3e opérateur dans le monde. Le PMU, c'est pas très grand, c'est considéré comme une PME. C'est autour de 1400 collaborateurs. Et la DOSI, qui est la direction des opérations des systèmes d'information, en gros l'informatique du PMU, représente autour de 220 collaborateurs. Ce qu'on propose, donc, c'est différentes expériences de prise de pari sur différents vecteurs. Vous allez comprendre, je suis en train de vous présenter les différentes caractéristiques du système d'information et les contraintes que nous avons. Le premier, c'est nos points de vente. On a plus de 13 000 points de vente sur le territoire français. Donc c'est tous ce qu'on appelle les bars, les cafés, les restaurants qui proposent des points de vente. Vous avez une expérience autour du online, tout ce qui est pmu.fr, notre site web. Autour de ça, vous avez les applications mobiles, tablettes, webphone. Un autre pan de notre prise de pari qui est un peu plus méconnu, c'est la prise de pari par téléphone. Le Allo Pari, le téléphone simple. Et également maintenant la prise de pari par SMS depuis plusieurs mois. Donc on a deux offres, une offre de type offline et une offre de type online. Le système d'information du PMU doit fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous n'avons pas d'arrêt de service. Les chevaux courent tous les jours. À Noël, ils courent. Le 1er mai, ils courent. Il n'y a pas d'arrêt. Tous les jours, il y a des courses, sans interruption. Du coup, le système d'information doit subir beaucoup de charges. Le graphe que vous voyez est extrait de nos mesures réelles. On doit supporter jusqu'à 2000 transactions par seconde en pic, dont 700 prises de pari. Vous comprenez pourquoi le système doit être performant, résilient, et doit être capable d'encaisser ces pics de charge et après de s'arrêter de travailler pendant quelques minutes pour recommencer en pleine charge. Tout ça nous a permis l'année dernière de réaliser un chiffre d'affaires autour de 9,7 milliards d'euros. Dans ces 9,7 milliards d'euros, plus d'1 milliard ont été générés grâce à notre activité à l'international. On propose des courses aux parieurs étrangers et on propose aux parieurs français des courses étrangères. Le PMU s'est beaucoup diversifié à l'international, ça continue et on va suivre. Donc on a vu que le système d'information devait être résilient, supporter beaucoup de charges, répondre aux demandes. Comment est-ce qu'on arrive à accélérer l'innovation dans un système d'information comme celui-ci tout en conservant une qualité de service qui doit être exceptionnelle? Alors on a commencé en 2016-2017 par un chantier qui a été lancé qui s'appelait DALI. Alors on aime bien mettre des noms à nos chantiers parce que chantier 23 ça parle à personne, des petits logos aussi. Donc DALI voulait dire déploiement automatisé et logique d'industrialisation. Donc on commence à rentrer dans la réflexion de on va industrialiser les choses et automatiser. Ce chantier a débouché sur deux choses. La première, c'est une plateforme qu'on va appeler une plateforme DevOps, qui est devenue une plateforme corporate. Je ne vais pas vous détailler les outils, ce n'est pas l'objet du jour. Ce qui est important, c'est de se dire qu'on a une plateforme qui va de bout en bout, aussi bien pour l'intégration continue que pour le déploiement continu. On a les outils qui vont bien pour commencer à s'intégrer dans le cloud. Donc cette plateforme est complètement opérationnelle aujourd'hui et permet de rendre le service complet. La deuxième chose qu'a apporté ce chantier, c'est une équipe en fait. Alors on l'appelait centre de compétences. Ce n'est pas la peine de l'appeler équipe DevOps. Il n'y a pas que des devs, il n'y a pas que des ops. C'est surtout un ensemble de gens, alors pour être exact, ils sont 4 aujourd'hui, qui gèrent cette plateforme et qui vont permettre d'apporter le service à l'ensemble de la société. Cette équipe, elle est regroupée à la production
mais sa mission est clairement d'accompagner l'intégralité de la société. Donc les autres ops à côté, les devs, les TMA, les métiers, toute la DOSI et même à l'extérieur. Le gros de leur mission, c'est la MCO de la plateforme. Il y a un release management important à mettre en place. Pour ceux qui connaissent les outils, vous savez qu'ils ont tous un cycle de vie différent, potentiellement des patchings qui arrivent un peu n'importe quand, des bugs assez réguliers qui sont corrigés ou pas en fonction du nombre de personnes qui se plaignent de ces bugs. Donc il est nécessaire de suivre perpétuellement les avancées pour que justement cette plateforme ne tombe pas en désuétude et que les gens se disent bah, de toute façon c'est has-been, les fonctionnalités ne sont pas là, il ne faut pas avancer là-dessus. Donc il y a un travail important de veille. Ensuite il y a la partie accompagnement, support, évangélisation. C'est important de continuer à faire venir des gens sur cette plateforme. Ce n'est pas parce qu'elle est là que maintenant on va s'arrêter, il va falloir faire venir les gens. Il y a toujours la gestion de l'incident, la formation autour de cette plateforme des outils qui doit être faite perpétuellement. Donc comment est-ce qu'on va faire adhérer maintenant les gens qui sont en dehors de la production, qui ne connaissent pas forcément, et comment on va les fédérer autour de cette plateforme pour qu'une démarche DevOps progressivement s'intègre dans la société. Aujourd'hui, je vais m'arrêter à 4 points que j'ai jugés les plus importants. Il y en a d'autres, des plus petits, qui sont du travail de tous les jours, mais les 4 plus importants aujourd'hui sont ceux-là. Le premier, c'est utiliser et capitaliser sur les gros projets de transformation qu'on a au sein de la société. Quelles sont les technologies moteurs? Qui est-ce qui peut nous aider à avancer sur ce sujet? Donc, ces dernières années, au sein du PMU, on a eu quelques gros projets de transformation. L'un des plus gros étant probablement Easy. Alors Easy, je vais vous le faire simple. Il y a quelques années, on avait un gros mainframe qui était notre cœur du système d'information. Easy, c'est la migration du mainframe vers Unix, un monde plus distribué. Donc ce projet-là a apporté une démarche d'agilité, un début d'outillage, de ce qu'on avait appelé à l'époque la plateforme d'intégration continue, donc toute la partie gauche de la plateforme que vous avez vue tout à l'heure, avec les outils comme Sonar, Jenkins, GitLab. Donc on capitalise. Le projet, quand il s'est terminé, la plateforme, elle n'est pas morte. Tout ce qu'ils avaient mis en place n'est pas parti avec le projet. Il a bien fallu qu'on le reprenne, surtout que le projet étant fini, les gens sont toujours là, ils continuent à maintenir, donc il faut continuer à fournir le service. Donc il y a eu un petit transfert. La deuxième partie, c'est le big data. Je vous l'ai dit, on a une offre offline, une offre online. Sur l'offre online, nos clients, on les connaît, ils sont intégrés, on a une base client, c'est facile à les voir. Toute la partie offline, qui représente un gros morceau de notre clientèle, il faut qu'on analyse aussi. Donc on a un programme Big Data au sein du PMU pour essayer justement de connaître ces utilisateurs, pas nominativement, mais en tout cas identifier des comportements. Le Big Data, ils ont toujours été moteurs en fait. Ils ont toujours été demandeurs, alors souvent du petit plugin qui fait un truc différent, qui fait un truc nouveau parce que ça va les aider à avancer sur leur réflexion, sur leur technologie. Donc il faut les utiliser, il faut les aider ces gens-là. Il faut les prendre comme des moteurs et puis dès qu'ils ont une demande, l'analyser, essayer de la mettre en place le plus rapidement possible et voir qui d'autre peut en profiter. Donc on les a utilisés. Ils sont toujours là, pour certains. Ensuite, le PMU.fr, donc la partie online. On a beaucoup de développeurs sur notre partie online. Donc les développeurs, déjà, c'est un peu dans leur ADN aussi d'utiliser maintenant les outils de la plateforme d'intégration. Donc forcément, c'est des utilisateurs et des demandeurs. Donc il faut capitaliser sur ces gens-là. Donc mon premier point, c'est bien, s'il y a des choses qui se font, continuer à les faire, voir si on peut les améliorer, comment on peut aller plus loin. La deuxième partie, c'est l'évangélisation. Certains en ont déjà parlé dans la journée. Je confirme. Maintenant, attention. Intégrer une démarche DevOps, c'est un changement. C'est un changement pour les devs, c'est un changement pour les ops. Un changement, j'ai rarement vu une société dans laquelle un changement d'organisation, de manière de travailler, se passait tout seul et vous aviez 100% d'adhésion tout de suite. C'est pas possible. Et le jour où ça arrive, je veux bien aller dans cette société, c'est que les gens sont super ouverts. Donc il faut faire preuve de patience. Il ne faut pas oublier qu'on avait un mainframe, on est passé sur du monde distribué, c'est pas la même façon de travailler, c'est pas les mêmes technologies, il faut accompagner les gens. Donc c'est pas la peine de les brusquer, il faut y aller morceau par morceau, petit à petit. Le deuxième point de l'évangélisation, c'est
nous on a pris le parti de faire deux approches. La première par le bas. On a parlé des développeurs de la partie online. Les développeurs sont des utilisateurs de tous les jours. C'est assez facile de les faire adhérer. Il faut faire adhérer quelques ops aussi, entre guillemets les quelques moteurs qu'on pourrait trouver qui aimeraient bien faciliter leur travail de tous les jours. Mais il y a aussi l'approche par le haut. Alors on l'a dit, c'est en général, les moteurs, c'est vous, c'est les gens qui utilisent. Par contre, si vous aimez pédaler dans la semoule et que votre travail ne sert à rien parce que dessus, le management a décidé que ça ne sert à rien et que en fait, on va changer de technologie ou on va aller dans une autre direction dans les mois à venir, ça ne sert à rien. Donc il est important de, dès le départ, également, obtenir ce que j'appelle le sponsoring du management. Si vous ne l'avez pas, tout ce que vous mettez en place, un jour ou l'autre, va disparaître. Alors chez nous, on a eu de la chance, à la production, hein, je parle par exemple, on a eu un changement de patron il y a quelques mois, un peu plus d'un an maintenant, et en discutant avec elle, en lui montrant ce qu'on savait faire et ce qu'on voulait faire, elle a décrété que 2017, au sein de la production, serait l'année de l'automatisation. Depuis le début de l'année, on passe notre temps à automatiser toutes nos activités récurrentes. On en reparlera plus tard. Le dernier point sur l'évangélisation, ça c'est un petit vœu pieux parce qu'on a un peu raté le dernier coche, mais ça va arriver, c'est la création et la réalisation de ce qu'on appelait les clubs utilisateurs. Ça a marché dans l'entreprise sur d'autres points, donc on va essayer de se lancer là-dessus aussi. Alors un club utilisateur, c'est quoi? Tout à l'heure, on vous a parlé de boire des bières. Bon, on va plutôt faire des petits déjeuners en fait. On n'a pas besoin de saouler les gens, en général, ils ont tendance à parler facilement chez nous. Donc on va réunir des gens. Alors ces gens-là, ce sera qui? Ce sera les gens du centre de compétences, ce qu'on appelle centre de compétences. Les quelques gens qu'on a identifiés comme étant les ops ou les devs un peu importants qui sont moteurs, les utilisateurs, des gens complètement extérieurs qui ont potentiellement juste envie de voir ce qui se passe dans la société et ce qu'on peut leur apporter. Et on va les regrouper tous ensemble. Alors on évite la séance de on est tous assis pendant 3 heures dans une salle avec des strapontins. On va passer un peu en mode rétrospectif, comme ceux qui font du Scrum, vous savez la rétrospective, on va faire un peu la même chose, en un peu plus simplifié, en moins formel. Chacun va venir présenter sa veille qui fait un peu de son côté, puisque chacun fait un peu de veille. Ce qui l'intéresserait de voir de nouveau, lui dire si le service qu'on rend à travers le centre de compétences lui convient aussi. C'est important de savoir ce que son utilisateur, ce qu'il pense de vous. La critique arrive facilement, mais c'est bien de savoir quand ça se passe bien. Ces clubs utilisateurs peuvent aussi en être un moyen d'y arriver. Et donc on va lancer ça. Sur la fin d'année, il y aura la première session. Et l'objectif qu'on s'est donné sur 2018, c'est au moins un par trimestre. Voilà. On a une problématique. On a une localisation des ops au PMU qui n'est pas forcément la même que celle des devs. Donc l'intérêt aussi de ces clubs utilisateurs, c'est d'alterner le lieu pour que chacun fasse aussi la démarche de déplacement. On n'est pas très loin non plus, on reste sur la région parisienne. Il ne faut pas prendre le train à 60. Le troisième point, c'est la saisie des opportunités. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Je me déplace beaucoup en fait, dans tous nos bureaux au sein de la production, mais également au sein du siège social. Voilà. Il y a partout des tableaux de ce type-là. Alors c'est pas un des nôtres, j'en ai mis un comme ça histoire de présenter le sujet. On a des visual boards un peu partout sur différents projets. Il y a souvent des petits post-it qui traînent dans un coin de « tiens, j'ai un truc à faire, mais je ne sais pas comment je vais le faire et je ne sais pas à qui m'adresser ». C'est intéressant de passer des têtes des fois dans ces bureaux-là pour dire « mais moi là, j'ai peut-être une solution » ou « je connais quelqu'un qui va pouvoir t'aider ». Et puis à la limite, viens, on va discuter 5 minutes et puis si je peux t'aider, on fera quelque chose assez rapidement. Un petit exemple, on se baladait avec un de mes collaborateurs sur un des lieux du siège social. On a reçu un email du domaine client qui nous disait voilà, on a une nouvelle application, on l'a développée, on voudrait mettre le code dans Git, il paraît qu'il y a quelque chose, ils nous ont mis une réunion 3 semaines plus tard. 3 semaines. En agilité ou en DevOps, 3 semaines c'est un peu long pour faire une réunion pour présenter Git. En fait, quand j'ai reçu l'email, j'étais assis 3 mètres derrière. Et les gens ne se connaissent pas forcément tous. Du coup, je me suis levé, j'ai été dans le bureau, enfin dans l'open space. J'ai demandé qui était la personne qui avait écrit l'email. Il m'a dit c'est moi. Je dis écoute, c'est génial, il y a un mec là juste à côté. Il peut prendre 5 minutes avec toi, on évite 1 heure de réunion à se dire des choses qu'on sait déjà. Et si tu veux, dans 1 heure, on a fini de traiter ton sujet. Ça a été fait.
Bah, du coup, on a eu d'autres mails, d'autres demandes. Donc il va vraiment falloir qu'on aille les rencontrer encore plus en avant. Et ça, c'est les opportunités. Intégrer des nouvelles personnes pour qu'après, ils évangélisent eux-mêmes au sein de leur propre domaine. Le quatrième et dernier point que je vais aborder avec vous aujourd'hui, c'est la preuve. Alors la preuve, comment expliquer? On a tous vu, à un moment donné, quand il s'agissait d'expliquer ce qu'on faisait, comment on travaillait, des slides. Des magnifiques slides, un peu comme ceux que j'ai fait aujourd'hui. Ça ne sert plus à grand chose en fait. En tout cas, quand vous travaillez en interne d'une société, allez présenter à des gens qui sont vos collègues au final. Je rappelle qu'on est 220 personnes au sein de la division du système d'information. Allez leur présenter des slides pour dire combien vous êtes dans l'équipe, comment vous fonctionnez parce que vous avez décidé de mettre un peu d'agilité, du sprint, du scrum. Leur dire que vous avez une magnifique plateforme qui fait tout. Ce qui n'est pas forcément toujours vrai, il y a toujours un truc qui manque. Ça ne sert à rien. Donc, on s'est dit on va faire nos preuves. On va montrer que ça marche. On ne va pas montrer que ça marche dans d'autres sociétés. On ne va pas montrer que ça marche ailleurs. On va montrer que ça marche dans le bureau d'à côté. Parce que la personne du bureau d'à côté, elle a les mêmes contraintes que vous. Elle a les mêmes réglementations. Elle a les mêmes problèmes avec les RH. Elle a les mêmes problèmes d'échange de plateforme, de mon fichier passe, il passe pas. On a les mêmes problèmes au sein de la même société. Donc si vous arrivez à prouver que dans votre société, vous êtes capable d'implémenter quelque chose qui fonctionne, qui apporte quelque chose, qui résout un problème, aussi petit soit-il, mais que c'est bien chez vous, et que vous avez juste à vous déplacer vous-même et d'aller voir dans le bureau d'à côté, au fait c'est vrai ce qu'il me dit, ça marche, bah ça vous avez gagné du temps, de l'argent et de la crédibilité. Ça marche comme ça. La dernière preuve qu'on doit apporter, je ne vais pas dire malheureusement, parce qu'il faut, d'autres en ont parlé, c'est la mesure. Pour convaincre le management, il faut leur apporter des preuves chiffrées. Alors le DevOps, l'agilité, c'est censé améliorer le time to market, le nombre d'incidents, leur délai de résolution. On connaît tous ces classiques, mais ils ne sont pas toujours faciles à mesurer pour certains. On a fait une tentative au sein du centre de compétences sur un outil que vous connaissez tous, ça s'appelle Excel. Alors on a décidé de lister l'intégralité des applications du PMU, ce qui n'est déjà pas forcément facile, il faut aller voir plein de gens. Et après on a fait des cases. On s'est dit, est-ce que cette application elle utilise Git? Est-ce qu'elle utilise Rundeck? Jusqu'où on va dans l'application? Et on a simplement coché des cases. On ne s'est pas posé la question s'ils faisaient la moitié du travail ou la totalité du travail, c'est est-ce qu'ils sont déjà dedans? Ensuite on a dit, et une fois qu'ils sont dedans, est-ce qu'ils utilisent Git? Oui. Est-ce qu'ils utilisent Git une fois tous les 6 mois ou est-ce qu'ils utilisent Git tous les jours? Jusqu'où on va dans la démarche? Donc ça nous a donné un fichier qu'on a appelé mesure du taux d'automatisation du SI. J'aurais tendance à dire mesure d'intégration de la démarche DevOps au sein du SI presque aujourd'hui, vu le panel qu'on a mis dans ce fichier Excel. Et ça va nous permettre, une fois qu'on aura réellement finalisé toute cette liste d'applications, qu'on aura vu l'intégralité des domaines, ils seront tous validés, la liste primaire, on sera capable de faire un point de départ sur fin d'année 2017, début 2018 pour voir si effectivement toute cette démarche d'évangélisation, toute cette mise en œuvre, cette plateforme arrive à s'intégrer et comment est-ce qu'on arrive à faire passer les gens dedans. Les chiffres sont assez bas sur cette fin d'année. C'est normal, on commence. On commence à mesurer. Quand les gens vont savoir qu'on mesure, ils vont vite arriver pour dire « mais au fait, moi je fais ça quand même ». Donc on va vérifier. Alors tout ça, ça ne sert pas à rien. Sinon on ne serait pas là. On a eu quelques changements qui ont été apportés par cette démarche aussi et on a mesuré pas mal de gains. Alors, le premier changement, c'est assez étonnant. Je vais vous parler à la production en particulier. On a eu une augmentation du turnover sur un an. Alors c'est quelque chose d'assez rare, il faut être clair. Le turnover au PMU est très faible en général. Donc on a eu pas mal, assez faiblement, un turnover assez faible pour les internes. Par contre, on était obligé de faire de nouveaux recrutements. Des gens qui comprennent ce qu'on dit,
qui connaissent les nouveaux outils, qui ont un nouveau mindset. C'est quelqu'un qui a un ops qui comprend qu'il faut qu'il aille parler avec un dev. C'est nouveau aussi. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est plus important, c'est sur nos prestations. Toutes nos prestations externes ont subi un fort renouvellement au sein de la production suite à ça. Aujourd'hui, un ops qui, entre guillemets, ne sait pas ce que sont ces plateformes, je ne parle pas des outils spécifiquement, mais les plateformes et leur utilité, il ne passe plus l'entretien. Déjà, s'il ne sait pas un minimum comment fonctionne l'intégration continue, le déploiement continu, si déjà ça ne lui fait pas tilt lors de l'entretien, il ne passe plus. Donc forcément, il y a un renouvellement qui se fait. Donc aujourd'hui, on a des gens qui ont un mindset différent, qui vont chercher un peu plus loin que la problématique du jour J. J'ai un problème, est-ce que je peux aller plus loin? Avant de dire qu'ils sont bloqués, ils vont chercher un peu plus quand même. Pour matérialiser les gains et l'avancée qu'on a eue, j'ai choisi de faire une frise et de vous montrer ce qu'a apporté cette conduite du changement sur un an. Il y a un an, ça tombe bien, octobre 2016, octobre 2017, on y est. Nous étions sur un mainframe, une mise en production du système d'information centrale par trimestre, quand ça se passe bien. Parfois 4. Autant vous dire qu'en termes d'agilité, de time to market, c'était pas ça. Décembre 2016, alors là, changement. Easy arrive en production, migration Unix. Alors pour ceux qui se posent la question, non, on n'a pas migré le mainframe en 3 mois. C'est juste que je me suis arrêté à octobre 2016. Le projet a duré quelques années avant quand même. Bon, pas du rêve. Janvier 2017, une MEP par mois. Donc depuis janvier 2017, nous sommes capables de faire une MEP mensuelle. On a donc multiplié notre time to market et notre capacité à livrer d'un seul coup. Au lieu d'en avoir 4, nous en aurons 12 sur un an. C'est plutôt pas mal. Ça entraîne aussi derrière des équipes qui sont beaucoup plus réactives à un incident, à la correction. Parce que derrière, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour savoir d'où ça vient et on a toutes les bonnes personnes pour le corriger tous ensemble. Ensuite, il y a eu une grande période là dans l'année où déjà le SIC a continué sa vie, mais on ne s'est pas arrêté au SIC. Il y a le reste du monde du PMU qui a des besoins, qui a des choses à faire. Donc on a terminé de monter cette plateforme. Donc il faut savoir qu'il nous a fallu à peu près un an et 3 mois pour avoir cette plateforme complètement finalisée, à jour. Et en juin 2016, on a tamponné ce qu'on a appelé une version 1, qui nous fait notre début de release management. Donc pendant ce début d'année, premier semestre, on a finalisé la plateforme, on a mis en place le release management, on l'a tamponné, on l'a fait valider par quelques-uns de nos utilisateurs qui sont les plus gros sponsors sur le sujet. Et on a fait nos POC, nos preuves, ce que je vous disais, aller démontrer aux gens qu'on était capable de faire des choses. Après arrive l'été. En général, l'été, on se calme. Pas cette année. En juillet 2017, première grosse transformation au sein de la production, c'est les premières actions automatisées sur un système critique de prise de pari directement fait avec les outils d'automatisation. Pour certains ops, ici, je pense que s'il y a quelques années, on vous a dit qu'on automatisait des actions en production, c'était la fin du monde. Chez nous, c'était pareil. Aujourd'hui, on est capable de faire certaines actions de manière complètement automatisée. C'est plus forcément les ops de l'exploitation qui le font, c'est même les ops du pilotage, de la supervision, des gens qui sont présents 24 heures sur 24 pour s'assurer que le système d'information fonctionne bien. Donc ça, c'est une très grosse victoire. On va continuer à avancer sur ce point. Durant l'été, il s'est passé plusieurs choses. Et là, sur la démarche de preuve, on nous a dit prouvez-nous que vous êtes capable de faire du cloud. Bon, c'est pas démonté. Donc on a fait appel aux quelques compétences qu'il y avait au sein de l'entreprise. Et grâce à cette plateforme qui était déjà bien prête, on a juste ajouté les Terraform et Packer que vous avez vus. En 3 semaines, on était capable de déployer une application sur du cloud public. 3 semaines chrono entre le moment où on nous a demandé et le moment où on a fait un déploiement automatisé de l'application sur des plateformes et des infrastructures en cloud public, il nous a fallu 3 semaines. Après, il y a un temps de validation, des choses comme ça, mais c'est 3 semaines. On a été capable de prouver. Donc si vous regardez bien, il y a un an,
Mise à jour du système d'information centrale une fois tous les trimestres. Passage à une map mensuelle, et aujourd'hui on est capable de partir sur une application en cloud en 3 semaines. Le time to market, là il est mesuré, là il est clair, et là il est probant. C'est ça aujourd'hui qu'on utilise pour démarcher. Alors est-ce qu'on va s'arrêter? C'est pas la philosophie du DevOps. C'est pas parce qu'on arrive à quelque chose de sympa et de satisfaisant qu'il faut qu'on s'arrête. Allons plus loin. Bon, on va aller plus loin sur des choses que vous ont présentées mes collègues plus tôt dans la journée. Donc nous, on réfléchit maintenant à l'automatisation des tests. Alors sur la partie test de performance, alors ça tombe bien, ces gens-là sont aussi dans mon équipe, du coup, tout le monde peut se parler. On a déjà commencé, on a déjà automatisé un certain nombre de tests de performance. Notre challenge maintenant, c'est de faire en sorte que ces tests de performance ils descendent jusqu'au dev. Faire en sorte que dès le développement, ils soient capables d'utiliser le service qu'on met à disposition pour bencher progressivement ce qu'ils vont livrer. Le deuxième point, c'est le Chaos Monkey. C'est sympa. On a vu qu'à travers une gamification, ça peut être moteur. On y réfléchit sérieusement. Troisième point, c'est le cloud. On va continuer de partir vers le cloud. Certaines applications sont nativement éligibles. Il faut qu'on soit capable de répondre rapidement sur ces points-là et d'accompagner nos utilisateurs là-dessus. Donc on va continuer à progresser sur cette partie-là et intégrer de nouvelles choses. Et enfin, la containerisation. Donc beaucoup se posent la question effectivement de la containerisation en prod. On va commencer déjà sur un périmètre un peu plus petit et puis après on va grossir. On verra bien si effectivement un jour on arrive à avoir des conteneurs en prod. Je vous remercie. Et bonjour. Bonjour. Regarde à ça maintenant. Hein? Bon, merci pour ça. Je vais poser quand même quelques questions. Les dernières questions d'aujourd'hui. Première question, la plus upvotée de loin. Est-ce que le déploiement sur les machines de 13 000 points de vente est aussi intégré dans une démarche DevOps? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Alors, effectivement, c'est extrêmement intéressant. C'est 13 000 points de vente, mais c'est plus de 20 000 équipements au final. Donc, effectivement, on a une question sur l'automatisation de ces déploiements. On a un outillage pour travailler là-dessus. On a un programme de transformation autour de ça actuellement et on essaye effectivement dès maintenant de rentrer dans la démarche de l'automatisation et de la prise en compte des nécessités d'exploitation dans la livraison de ce qui va être donné. Donc oui, on entre dans une démarche DevOps sur en tout cas ce qui va arriver là dans le futur. Voilà. Excellent, très bien. Et la prochaine question, la plus upvotée. À tous les prochains résultats sportifs du week-end, je partage les gants. Alors, il paraît que le PSG gagne pas mal en ce moment. Ils ont même, c'est pas Bordeaux qui a perdu, non, récemment, alors qu'ils avaient tout gagné. Voilà. Comme quoi, il ne faut pas forcément parier sur ceux qui gagnent toujours. Bon, voilà. Bon, merci pour ça, merci d'être venu et merci pour ce talk. Merci beaucoup. Et c'est moi qui reste en scène cette fois-ci. Merci, au revoir.